Bismillah, salam alaikum. Monsieur le Président, honorable assistant, bonjour. Je me présente, c'est Madame Hadjoub Riaid Zakia, enseignante au département de physique, faculté des sciences, Université de Tlemcen, maître de camp, classe A. Alors, je vous présente aujourd'hui une partie de mon travail intitulée l'étude des propriétés thermomécaniques des membranes en polysolution. Alors, le plan de mon travail est le suivant. Je commence par une introduction, puis je passe à donner notre objectif de travail. Je vous donne aussi une définition des membranes et une classification de ces matériaux, l'application de ces matériaux. Je donne aussi les produits utilisés ainsi les techniques d'analyse utilisées. On passe à donner quelques résultats obtenus et une discussion et on termine par une conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est membrane? Une membrane en polysulfone, généralement, ce sont des membranes très demandées dans plusieurs domaines d'industrie comme un moyen de filtration ou séparation précise des composants. La première élaboration de ces matériaux a été faite en 1930. Leur intérêt repose sur leur excellente propriété mécanique et thermomécanique. Alors, ils possèdent une résistance mécanique importante ainsi une stabilité chimique. L'objectif du travail est d'élaborer des membranes en polysulfone, en ajoutant un additif PEG par la méthode de précipitation par immersion. Puis on les caractérise par plusieurs techniques d'analyse. Qu'est-ce qu'une membrane? Une membrane est une barrière sélective semi-perméable qui sépare deux phases. La première, qui sépare deux phases qui peuvent être soit liquides ou gazeuses et qui annulent ou limitent le mouvement de certains composés. Alors, les particules qui passent, ça s'appelle les perméables. Par contre, les particules qui ne passent pas par notre membrane, c'est les rotondas, c'est les molécules. Ces molécules. Alors, qu'est-ce que c'est il existe plusieurs procédés de séparation de phases dans les applications de ces matériaux, c'est-à-dire les membranes en polysulfone. On distingue l'osmose inverse. L'osmose inverse, dans ce procédé, on utilise les membranes denses. Ils sont très utilisés dans la concentration des lactocérium du sang et le dessalement de l'eau. On distingue aussi la nanofiltration. On utilise dans ce procédé les membranes poreuses. Ils sont appliqués dans la séparation des concentrations d'antibiotiques, l'adoucissement de l'eau potable et le fractionnement d'acides aminés. L'ultrafiltration, c'est en utilisant les membranes poreuses toujours. Avec l'application, elle se trouve dans le traitement des effluves, la concentration du protéine et la clarification et stabilisation des mous et jus. On termine par la microfiltration. En utilisant dans ce type de procédé les membranes poreuses, l'application elle se trouve dans les épurations bactériennes du lait, le fractionnement des globules gras du lait et le fractionnement diminution huile-eau. Les applications de ces matériaux, pour la classification de ces matériaux, on distingue selon la porosité. Alors, on distingue les membranes poreuses, les membranes denses ainsi les membranes composites. Par contre, selon la morphologie, on distingue les membranes asymétriques et les membranes symétriques. Pour les différents types de membranes, on distingue les membranes naturelles modifiées, les membranes minérales, les membranes synthétiques en polymère. Là, on a toujours deux types dans cette catégorie, les membranes en polymère greffé et les membranes à inclusion en polymère. Les membranes naturelles. Pour les applications, on peut trouver les membranes dans plusieurs applications dans l'industrie, telles que le domaine des eaux usées, l'extraction des métaux lourds, le domaine de l'hémodialyse,
ainsi dans le domaine de fabrication des piles à combustible. On n'oublie pas le domaine, bien sûr, d'extraction des colorants, bien sûr, dans plusieurs produits. Alors, la littérature a montré que le PEG 400 présente une résistance à la traction qui diminue lorsqu'on augmente la teneur à ce dernier. Par contre, l'élongation a montré un pic à 35,6% pour la concentration en PEG égale à 6%. Donc, 6% en PEG dans cette masse, cette membrane présente une résistance un petit peu élevée. Toujours le même, toujours dans le même contexte, on remarque que ce résultat montre que un changement de la masse moléculaire en PEG a montré une résistance à la traction de 5,62 mégapascales pour une masse de 1500 du PEG. Alors, ces résultats-là montrent que la masse moléculaire moyenne en nombre du PEG, ainsi la teneur de ce dernier dans la concentration de notre membrane, influe sur les propriétés mécaniques de cette membrane. Pour cela, on a essayé de travailler dans ce contexte en utilisant le PEG 6000 à plusieurs concentrations dans notre membrane en polysulfone. On met une goutte sur la lame, on l'étale la goutte sur la lame en verre, toujours à l'air libre, on laisse l'échantillon quelques secondes, puis on immerge notre lame avec l'échantillon dans l'eau distillée pour qu'on puisse détacher l'échantillon de la lame en verre. Le produit utilisé, la matrice, c'est le polysulfone qui possède une structure chimique donnée par cette image. Le PEG, comme a dit, forme comme solvant. Le non-solvant, c'est l'eau. Alors, après l'élaboration, on a obtenu ces 4 échantillons à plusieurs concentrations. Les techniques utilisées, c'est la DSI pour trouver les différentes températures de transition de nos matériaux. La DSI pour mesurer les grandeurs fondamentales physiques et mécaniques de nos matériaux. Et la TG pour mesurer la température de dégradation thermique de notre membrane. Alors, le premier résultat trouvé, il est celui trouvé par la TG, où on remarque qu'on a deux pertes de masse. La première de l'ordre de 8,48% à température 154,46 degrés Celsius. Elle est attribuée à notre additif PEG. La deuxième perte de masse, elle se trouve à 525,27 degrés Celsius avec un pourcentage de perte de masse 51,37. Elle est de 37,37%. Elle est associée à notre matrice polysulfone, ce qui est en bonne température. La membrane, on a passé la membrane pure en polysulfone par la machine DSC. On a trouvé ce genre de thermogramme où on observe qu'il y a une transition vitreuse liée au polysulfone à 180 degrés Celsius. En présence du PEG, on remarque que le système est homogène pour une masse de 0,5% en PEG dans notre composite, où on observe une seule transition vitreuse liée au polysulfone. Par contre, lorsqu'on augmente la concentration en PEG à 1 et 5%, c'est-à-dire au-delà de 0,5, on remarque la présence de deux températures de transition. Alors, cela est dû peut-être à la non-solubilité du PEG 6000 dans la matrice polysulfone lorsqu'on dépasse cette concentration.
Toujours dans le même contexte, c'est-à-dire pour l'analyse DSC, on a mesuré la delta CP et la variation de delta CP et la TG en fonction de la concentration en PEG dans notre membrane entre 0,5 et 5%. On remarque que la TG, elle diminue. C'est-à-dire lorsqu'on augmente la concentration en PEG, la TG, elle diminue, ce qui explique par une légère augmentation de la mobilité des chaînes du PEG dans la membrane en polysulfone. C'est-à-dire, autrement dit, que le PEG, il joue plus ou moins l'effet d'un plastifiant dans notre membrane. Alors, sur cette diapo, on a un thermogramme de la DMA, trouvé par la DMA, d'une membrane à base de polysulfone et PEG. Ce résultat donne la variation du module de conservation E', ainsi le module O', en fonction de la température pour la composition 90% polysulfone, 1% PEG. L'échantillon a subi dans ce résultat une déformation sinusoïdale en fonction du temps. On a mesuré aussi dans ce résultat, on a mesuré la résistance à la traction et l'élongation à la rupture. On observe à 150 degrés Celsius, comme vous voyez, l'analyse a été arrêtée, ce qui a marqué la rupture de la membrane. Cela permet de confirmer les résultats trouvés par Y-Gamma et Hall en 2011, où une forte dose du PEG a affaibli la résistance à la transition et à la rupture de la membrane en raison de la porosité. Bien sûr, la porosité de la membrane, c'est-à-dire lorsqu'on a augmenté la taille du PEG utilisé, donc et ce travail est déjà fait par ma collègue. Elle a trouvé que les pores de la membrane sont de taille très importante. Donc la rupture de notre matériau, c'est-à-dire l'éclatement de notre matériau, il est dû à la porosité de la membrane due à la masse du PEG qui est très élevée. On peut conclure qu'il faut diminuer la masse moléculaire de notre additif, ainsi la dose pour éviter l'éclatement de l'échantillon et donc trouver de bonnes propriétés mécaniques. Comme conclusion, on peut dire que les résultats de la DSC confirment l'effet plastifiant du PEG dans notre membrane. On peut dire aussi que la dose de 0,5% PEG donne une membrane homogène et stable thermiquement. On peut conclure aussi que l'analyse ATG a révélé que les thermogrammes de la membrane présentent deux étapes de dégradation, une pour le PEG à 0,5% et l'autre pour le polysulfone. La DMA a montré que la forte dose de PEG affaiblit les résistances à la traction et l'allongement en raison de la porosité. Et je vous remercie pour votre attention.